Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien exceptionnel. Nous ne sommes pas à l'Élysée, nous ne sommes pas dans les studios d'Europe 1, nous sommes à Verdun, et ce n'est pas un terrain neutre, nous sommes avec les Français. Exactement. Vous entamez une itinérance mémorielle, vous allez parler aux Français, vous allez rencontrer des élus, et vous allez parler du passé pour peut-être entrevoir l'avenir. Tout à l'heure à 15h, vous ravivez la flamme de l'ossuaire de Douaumont, près de Verdun. Et pour commencer cet entretien, je voudrais vous montrer une photographie qui a été prise il y a quelques heures. Je voudrais que vous la décriviez à nos auditeurs, Monsieur le Président. Alors c'est une photographie que je pense vous avez prise dans l'ossuaire à Verdun et qui montre le squelette démantibulé de ce qui a été sans doute un combattant. On aperçoit un crâne, on reconnaît des crânes, des tibias, des os, c'est-à-dire les corps épars de ceux qui sont tombés là. Les corps épars de dizaines de milliers d'inconnus, soldats, qui s'entremêlent dans la mort, allemands et français, qui s'entremêlent. À Verdun, il y a eu 300 jours de bataille et 300 000 morts. Ça a été un carnage. Que nous disent ces squelettes à nous en 2018 ? Vous savez, ils nous disent beaucoup de l'enseignement de cette guerre. J'étais lundi matin à Morhange. Morhange, c'est l'un des conflits les plus sanglants en une journée. C'est un jour d'août 1914 où des jeunes Français vont, pense-t-il, reconquérir cette part du territoire perdue à la fin de la guerre de 1870. Et ils seront pris en tenaille par l'artillerie allemande et il y a plus de 15 000 morts en une journée. Fauchés. Ils viennent de tout le pays et en particulier, un régiment venait du sud. Ça, c'est la guerre sidérante, l'artillerie lourde. Et il y a ensuite la guerre où on tient, celle de Verdun, pendant 3 ans, ce que vous évoquez, où c'est la jeunesse de tout le pays, celle de la région, où nous sommes, Grand Est, mais celle de la France entière, celle des Outre-mer, qu'il ne faut jamais oublier, qui est venue se battre, celle du monde entier, qui est aussi venue se battre et qui est tombée dans des villages dont ils ne connaissaient même pas le nom, avec des familles divisées de part et d'autre. J'ai été bouleversé lundi matin à Morhange. Un monsieur est venu me voir, porte-drapeau, et il m'a dit, moi, mon grand-père, il s'est battu ici, mais il était avec les Allemands, parce qu'on était Allemands à cette époque. Ça dit tout de l'absurdité où nous conduisent ces conflits. Et qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui ? Et donc ça dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui, que nous pensons acquis pour l'éternité, est précaire. Que la paix d'Europe est précaire. Elle s'est construite sur ces drames. Elle s'est construite sur cette première guerre mondiale qui a fait près d'1,5 million de victimes françaises. Mais au total, c'est 10 millions de morts, la première guerre mondiale. Parce qu'il n'y a pas que les conflits en France, parce qu'il y a des belligérants de part et d'autre, et qu'on s'est battu dans plusieurs endroits. On a gagné la guerre, on a perdu la paix, comme on l'a souvent dit. Parce que l'Europe s'est ensuite faite sur l'humiliation, et il y a eu ce deuxième conflit mondial. Et donc, pour moi, ce que ça nous enseigne, c'est l'absurdité de ces conflits. C'est l'absurdité du nationalisme belliqueux, et c'est le devoir que nous avons à l'égard de ceux qui sont tombés. On sera aux éparges sur les terres de Genevois tout à l'heure. Ceux qui sont tombés, demandez plus jamais ça. Donc ne pas oublier, rendre hommage et concevoir que la fragilité est là dans nos relations en Europe. Quand le week-end dernier, dans Ouest France, Monsieur le Président, vous dites que vous êtes frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres, vous jouez à nous faire peur ou c'est une conviction ? Mais je ne joue pas, malheureusement. Mais regardons le monde tel qu'il est. Les nationalismes ne sont-ils pas là ? A-t-on oublié quel est le parti qui avait gagné les dernières élections européennes en France ? Le Front National ? On semble s'être habitué à cela. Il est favori aussi aux élections pour l'instant. J'espère qu'il ne gagnera pas. J'espère qu'il ne gagnera pas et que les d'autres forces politiques qui sont dans le champ politique républicain l'emporteront. Donc il est là, le Front National. Il est monté. Partout en Europe, le nationalisme remonte. Ce nationalisme qui demande quoi ? La fermeture des frontières, qui prône le rejet de l'autre, du pays voisin ou de celui qu'on appelle aujourd'hui le migrant. Quand je regarde aujourd'hui, ils jouent sur les peurs partout. Et ils sont là. Quand je regarde le monde où nous vivons, l'Europe est de plus en plus fracturée. Quand je regarde le monde où nous vivons, vous avez des puissances autoritaires qui réémergent et qui se réarment aux confins de l'Europe. Nous sommes bousculés par les tentatives d'intrusion dans le cyberespace et l'intervention d'ailleurs dans notre vie démocratique de plusieurs.
nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Quand je vois le président Trump annoncer il y a quelques semaines le fait qu'il sorte d'un grand traité de désarmement qui avait été pris, je le rappelle, après la crise des euromissiles, au milieu des années 80, qui avait frappé l'Europe. Qui en est la victime principale? L'Europe et sa sécurité. Donc, non, je n'exagère en rien. Je suis simplement lucide, je regarde la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une Europe qui, depuis 70 ans, vit une parenthèse de paix inédite, mais qui est aujourd'hui fracturée par la montée des nationalismes. Nous sommes dans un monde qui pensait voir la fin de l'histoire, et on voit le tragique réapparaître avec la montée des réarmements et des grandes puissances. Et donc, nous avons besoin d'une Europe plus forte. Moi, c'est le combat que je mène. Nous avons besoin de ne pas faire bégayer l'histoire et d'avoir une Europe qui protège les travailleurs. Il y a un risque de guerre, Monsieur le Président, c'est ça que je dois entendre? Il y a des guerres aujourd'hui. France. Mais vous savez qu'il y a des guerres aujourd'hui. Et il y a des guerres contre le terrorisme islamiste en particulier que nous menons. Non, il y a une guerre dans la bande sahélo-saharienne que nous sommes en train de conduire. La France est engagée au Sahel. Il y a une guerre aujourd'hui en Syrie, dans laquelle nous sommes impliqués dans la coalition internationale. La Syrie, je le rappelle, d'où les attentats contre la France ont été fomentés en 2015, à Raqqa. Donc ces guerres sont là, elles existent. Et le monde dans lequel nous vivons, oui, est dangereux. Et vous voyez la conflictualité qui remonte partout. Mais ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est qu'il ne s'agit pas d'agiter les peurs, mais il s'agit d'avoir conscience de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. La paix et la prospérité dans laquelle vit l'Europe depuis 70 ans, c'est une parenthèse dorée dans notre histoire. Ça n'a jamais existé aussi longtemps depuis des millénaires. Et donc, ça existe parce que nous l'avons préservé, parce que les pères fondateurs ont pris cette responsabilité. Et moi, je suis frappé de voir deux choses qui ressemblent terriblement aux années 30. Le fait que notre Europe a été bousculée par une crise économique et financière profonde, qui a plongé des pays dans des crises extrêmement dures sur le plan social. Vous connaissez bien la Grèce, le Portugal, dans une autre mesure, l'Espagne et aussi une partie de l'Italie ont vécu une crise dont elles se remettent à peine. Bon, les classes moyennes européennes ont souffert dans cette période. Et nous voyons à nouveau une montée des nationalismes qui jouent sur ces peurs. Oui, les nationalistes, Monsieur le Président, mais ils sont élus, ces nationalistes, en Italie, bien sûr, dans un processus démocratique. La Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la République tchèque, des peuples européens font le choix de donner les clés du pouvoir. Je ne mettrai pas la République tchèque dans cette situation où le Premier ministre fait partie du groupe dit libéral en Europe, et le Premier ministre Babiš est un homme politique qui vient de la société civile et qui ne fait pas du tout partie de ce courant de pensée. Mais bien évidemment qu'ils sont élus. Mais je vous rassure... Ça veut dire que les gens veulent aussi autre chose. D'abord, c'est pas parce que les gens sont élus qu'on n'a pas le droit de combattre leurs idées. On ne doit pas les combattre moralement. Et on ne doit pas mépriser les peuples qui les ont élus. Je n'ai jamais été dans cette posture. Et c'est possible aussi en France. Nous le voyons. Bon. Et je vous le rappelle que c'est aussi arrivé par le passé en Europe qu'on élise des gens qui se sont avérés ensuite être des dictateurs ou des gens portant des messages très durs. Il faut entendre, et notre responsabilité, c'est d'entendre la peur que ces élections expriment. Et la colère. La colère contre une Europe qui est sans doute devenue trop ultra-libérale. C'est-à-dire que vous entendez la colère des Français, c'est ça que vous êtes en train de dire? J'entends la colère de toutes celles et ceux qui sont tentés par ces voies, en France comme en Europe. C'est d'abord une colère contre une Europe, je le disais, ultra-libérale, qui ne permet plus aux classes moyennes de bien vivre. Et vous l'avez entendu, par exemple, avec le Brexit. Quand la Grande-Bretagne décide de sortir de l'Europe, c'est les classes moyennes britanniques qui, d'un seul coup, disent « Cette Europe que vous nous promettez, elle fait bien réussir la City, mais moi, dans ma campagne ou dans ma cité industrielle, je vis moins bien qu'avant. » Il faut l'entendre. Et donc, on a besoin d'une Europe qui protège davantage les salariés, qui soit moins une Europe ouverte à tout vent. Quand les gens vous allez construire cette Europe, monsieur quand les gens ont peur de ce qu'ils appellent les migrants, c'est-à-dire de ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques. C'est une peur qu'il faut entendre. Et donc, il faut lui apporter une réponse véritable, avec nos principes, en octroyant l'asile à ceux qu'on doit protéger, et une politique de développement et de sécurité, de protection de nos frontières par ailleurs. Mais avec quel pays vous allez le faire? L'Allemagne? Mais d'abord, je vais le faire avec tous Angela Merkel est fragilisée politiquement. Avec qui vous allez le faire? Quels sont vos alliés historiques, Monsieur le Président, aujourd'hui, pour défendre les valeurs dont vous nous parlez? Il y a des pays et il y a des forces politiques. Les pays, moi je veux travailler avec l'ensemble des États membres. Et depuis que je suis à cette fonction, j'ai eu à cœur de toujours construire et plutôt créer des passerelles. On nous a souvent opposés avec les pays d'Europe de l'Est,
lorsque la France a porté une réforme ambitieuse de la directive travailleurs détachés, qui touche tant nos concitoyens, où les règles n'étaient pas respectées et avaient pour conséquence que dans nos campagnes, on embauchait, en les payant nettement en dessous du SMIC, des gens venant de l'autre bout de l'Europe, ce qui n'était bon ni pour eux ni pour nous. On a fait cette réforme. On l'a faite parce qu'on a construit des ponts avec ces pays d'Europe de l'Est. La Slovaquie, la République tchèque, a voté avec la France. Elle s'est mise d'accord. Et donc, ce qu'il faut faire pour convaincre, c'est avoir un projet. J'ai exposé un premier projet à la Sorbonne en septembre 2017 d'une Europe de l'ambition, une Europe qui protège, une Europe plus souveraine et démocratique. Sur la défense, sur les travails détachés, sur les universités européennes, on a déjà beaucoup avancé durant cette année. Je souhaite maintenant, moi, qu'on aille plus loin, qu'on taxe les géants du numérique qui créent de la concurrence déloyale, qu'on intègre plus. Bon. Et donc ça, ce sera ma capacité de conviction avec quelques autres. Et puis, ces élections européennes vont permettre aussi de voir quels sont les projets européens. Moi, je crois dans un projet d'une Europe souveraine, d'une Europe puissance. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, moi je veux construire un vrai dialogue de sécurité avec la Russie, qui est un pays que je respecte, qui est européen. Une armée Mais européenne. On doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, et sans dépendre seulement des États-Unis, et de manière plus souveraine. Avoir une Europe qui sache protéger ses travailleurs, ses citoyens, ses entreprises, face aux géants du numérique, qui sinon vont tout décider à votre place. On a besoin d'une Europe de l'intelligence artificielle. Nos concitoyens en entendent parler tous les jours. Je veux simplement vous donner un chiffre. Je regarde les investissements qui sont faits à travers le monde sur l'intelligence artificielle, qui va progressivement changer tous les secteurs. L'Europe, c'est 10% de l'investissement mondial. Donc si on ne se met pas ensemble, on ne peut pas relever ces batailles. J'entends le message sur l'Europe. Nos grands défis sont européens, et c'est ce combat qu'on doit mener. Je le mène au quotidien aujourd'hui avec les chefs d'État et de gouvernement. Je continuerai de le faire. Et j'ai fait déjà beaucoup avec la chancelière Merkel. Nous poursuivrons. On a obtenu un accord en juin et on fera tout pour le mettre en œuvre. J'entends, Monsieur le Président, votre plan européen, il est clair, il est limpide. Je parle aussi depuis 24 heures, je suis à Verdun avec les Français qui me demandent de vous parler à propos du carburant, par exemple. Ils me disent, tu vas interviewer le Président de la République, demande-lui pourquoi il nous taxe sur le carburant. Comment on peut faire, nous, sans voiture dans notre quotidien? On ne peut pas vivre sans voiture. Vous avez déclaré que vous entendez la colère des Français, mais qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à cette colère? C'est un sujet, le carburant, quand on parle de notre pays, qui n'est jamais innocent, parce que la voiture, ça n'est pas innocent. En France, comme le disait le président Pompidou, la bagnole, c'est quelque chose. Et c'est vrai. Parce que culturellement, vous voulez dire? Culturellement, d'abord, c'est une part de notre industrie. On est ici dans une région, le Grand Est, c'est 100 000 emplois, l'automobile. Bon. C'est une part de notre imaginaire politique. Quand Roland Barthes fait les mythologies, la déesse est en couverture. Et il en parle comme une des mythologies françaises. Et moi, je suis aussi dans cette mythologie. J'aime la voiture. Malheureusement, je conduis moins qu'avant. Ça fait partie des contraintes de ce que je fais aujourd'hui. Vous conduisez plus du tout? Ben non, malheureusement. On me laisse plus. Mais donc, je comprends très bien les Français. Je leur demande pas de changer de mode de vie. Et ça fait partie de notre quotidien. Donc, il ne s'agit pas d'aller stigmatiser, expliquer aux gens qu'il faut changer. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer justement pour les aider quand on parle à payer de ces choses-là, il faut d'abord revenir aux faits. Qu'est-ce que c'est les faits? Oui, ça augmente. Mais ça augmente en très large partie à cause du prix du pétrole. Bon. Quand votre diesel, votre fuel, votre sans-plomb augmente, ou à la pompe ou quand vous faites le plein de la chaudière, à 70 à 80%, c'est à cause des cours mondiaux. Et c'est pour ça que vous... Il ne faut pas rajouter de taxes si ça augmente à cause du prix du baril. J'y viens, mais je vous dis déjà, quand ça monte, plus des 3/4 de l'explication, ce n'est pas les taxes. C'est le reste du monde. Et donc, c'est aussi quand vous me voyez me déployer pour essayer d'éviter tel ou tel conflit avec l'Iran d'un côté, ou essayer d'être présent dans le proche Moyen-Orient, d'avoir une diplomatie pour la France, c'est aussi pour défendre vos intérêts au quotidien. Il faut qu'à chaque fois qu'on se le représente. Ensuite, oui, il y a toujours eu des taxes qui ont existé sur l'essence. Le gouvernement les augmente. C'est différent. Mais le gouvernement les augmente, d'une part pour réduire l'écart qu'il y a entre le diesel et le sans-plomb, parce qu'il ne se justifie plus. Et il l'augmente conformément à ce que d'ailleurs une majorité précédente avait voté et avait voulu, et à ce que tous les candidats à la présidentielle raisonnables avaient eux-mêmes accepté de faire, c'est-à-dire davantage taxer les énergies fossiles, et donc le carburant entre autres, tout ce qui produit des émissions et est fait à partir de ces énergies fossiles, parce que c'est comme ça qu'on doit sortir pour pouvoir réinvestir dans de nouvelles énergies. Est-ce que c'est de l'écologie punitive, ça? Donc non, alors
c'est de l'écologie et il faut le faire. Je voulais d'abord rétablir les faits. Ensuite, est-ce que le gouvernement se trompe quand il fait ça? Sur le fond de sa politique, il ne se trompe pas. Il va dans la bonne direction. On doit moins taxer le travail, ce qui est le cas. Vous avez vu vos cotisations qui ont baissé sur le travail, et vous allez continuer à avoir ce mouvement. Et on doit davantage taxer ce qui pollue. Bon. Maintenant, une fois qu'on a soulager, vous, justement. Oui, parce qu'une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est important de le dire, parce que sinon on est dans de la démagogie. Non, je vous en prie. Parce que sinon, dès que les gens se plaignent de quelque chose, on dit vous avez raison, on va arrêter, on va changer d'un seul coup de politique. C'est pas raisonnable. Donc vous expliquez. Parce que derrière, il faut bien voir que les Françaises et les Français, à juste titre, sont aussi attachés à ce que leurs enfants respirent un air qui soit plus pur. Ils ne veulent plus voir leurs enfants qui ont la bronchiolite quand ils sont dans la vallée de l'Arve ou dans les régions qui ont beaucoup de trafic justement de véhicules. Ils veulent voir les émissions qui diminuent dans notre pays, donc il faut être cohérent. Si on veut une politique de santé publique, il faut baisser ces émissions. Mais ils ne peuvent pas nécessairement payer pour aller travailler. Ceux qui peuvent le faire, on les conduit à le faire et on les accompagne. Et les autres? Et les autres, moi je souhaite qu'on bouge un peu. Alors d'abord, il y a des politiques d'accompagnement du gouvernement. On aide les gens pour qu'ils changent leur chaudière plus vite, qu'ils passent au gaz. Mais je sais que c'est pas possible partout. Puis après, il y a le reste à charge, ça peut parfois être cher. Et puis on a mis en place une prime pour le véhicule qui marche bien. Hein. Il y a plus de 250 000 ménages qui l'ont prise. Et pour la moitié, ce sont des gens qui avaient un vieux diesel. Voilà, qui rendent le diesel pour éventuellement investir dans l'électrique, c'est ça? La prime, pas seulement. Vous pouvez aussi acheter de l'occasion en diesel ou en essence, mais de nouvelles générations. Qu'est-ce qui fait qu'on pollue beaucoup? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour votre santé et pour votre pouvoir d'achat? C'est qu'on a des millions de nos concitoyens qui roulent avec du vieux diesel. Parce qu'on leur a dit jadis que c'était bon. C'est pas de leur faute, là, pour C'est pas de leur faute. Et moi, j'ai jamais accusé quelqu'un. Il faut jamais stigmatiser les gens. On leur a dit longtemps que c'était bon. Ils n'ont pas eu les moyens de le changer. Eh bien, ces vieux diesels, ce sont ceux qui polluent le plus. Et ils polluent beaucoup. Et ce sont ceux qui consomment le plus. Si vous passez de votre vieux diesel à un diesel d'occasion nouvelle génération, ou un essence, ou un hybride, bah, le plein va vous coûter beaucoup moins cher parce qu'il consomme moins. Selon les modèles, ça va être 40 à 50% de moins. Et vous allez polluer beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une prime, donc de 1 000 €. Elle peut être bonifiée jusqu'à certains hybrides à 1 500 ou 2 000 €. Ça n'est pas rien. Et ça, c'est le gouvernement. 2 000, ok. Ensuite, moi, je suis attaché à la situation de 2 catégories de personnes qui nous écoutent sans doute ce matin. D'abord, les gens très modestes pour se chauffer quand ils ne peuvent pas changer de chaudière, qu'ils n'ont pas d'autres options. Il faut qu'on regarde là comment améliorer le chèque énergie, parce qu'on ne peut pas laisser des gens, alors que l'hiver commence, dans une situation où leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de se chauffer dignement. Donc ça, c'est nouveau. Bon. Donc ça, moi je souhaite que le gouvernement et le Parlement, dans les semaines à venir, il y a des mécanismes qui existent, qui ont déjà été mis en place, il y a des régions qui ont innové, qu'on accompagne les collectivités qui ont été les plus intelligentes, les plus novatrices, mais là-dessus, il faut aider nos concitoyens les plus modestes qui n'ont pas le choix. Et puis, l'autre situation que j'entends, ce sont nos concitoyens qui, tous les jours, prennent la voiture pour aller travailler. Parfois, avec des distances qui doivent travailler de plus de 30 km, par exemple. Exactement. Il y a des régions qui l'ont fait, d'ailleurs, qui ont mis en place des aides pour plus de 30 km. 20 €. Et d'ailleurs, le gouvernement a décidé de défiscaliser cette aide. Donc, je souhaite qu'on puisse généraliser cela. Et que tous ceux qui, aujourd'hui, doivent se déplacer, faire en effet plus de 30 ou 40 km chaque jour pour aller travailler, qui, en plus de ça, doivent aller rechercher les enfants, il faut que là, on est sur le mode un peu, la philosophie, c'est un peu l'indemnité kilométrique. Il faut travailler avec les collectivités locales, les employeurs, intelligemment, pour aider ces gens-là. Parce que nos concitoyens qui sont dans cette situation, je comprends leur colère, ils se sentent pris au piège. Vous l'avez entendu, c'est une mesure. Et ils considèrent que c'est injuste, parce qu'ils me disent, à juste titre, ceux qui restent à la maison, ceux qui ont la chance de pouvoir habiter à côté de leur travail, eux ne sont pas pénalisés. Moi, c'est un peu la double peine. Je n'ai pas les moyens d'habiter à côté de l'endroit où je travaille. Je suis un courageux ou une courageuse. Je me lève tous les matins pour aller travailler. Et moi, on me pénalise. Donc, eux, il faut pouvoir les aider. Voilà. Donc, je souhaite là-dessus qu'on accompagne nos concitoyens. Vous allez les accompagner en conséquence, comme ce qui se passe dans les Hauts-de-France. Et exactement. Cette proposition de Xavier Bertrand, qui était de faire un chèque de 20 qui préexiste déjà. Je pense que c'est une bonne philosophie, je vous le dis. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a accompagnée, puisque cette aide, sur l'ensemble du territoire, elle sera défiscalisée. Sur l'ensemble du territoire, Monsieur le Président. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. Est-ce que pour le 17 novembre, cette fameuse journée de contestation des Gilets jaunes, vous allez prendre des mesures, ou vous allez laisser la colère s'exprimer? Est-ce que vous êtes inquiet, ou est-ce que ça peut grossir ou être maîtrisé? Écoutez, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de pronostic.
Moi, j'entends les colères légitimes, les préoccupations. Je pense qu'il faut y apporter une réponse indépendamment de tout mouvement. Après, sur ce type de mouvement, je suis toujours prudent parce que ça agrège beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Ça agrège toutes les formes de démagogie. Ça agrège... Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont en train de réagir à ce mouvement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent simplement tout bloquer. Il y a des gens qui sont dans une situation, parmi nos concitoyens, je l'évoquais, légitime, de désarroi. Il faut qu'on les aide. Et on les aide essentiellement avec cette politique et plus largement ce que fait le gouvernement. D'autres en profitent, c'est ça ? Je suis toujours méfiant sur ces grands appels à mobilisation pour tout bloquer, parce que généralement on trouve derrière un peu tout et n'importe quoi, des choses qui n'ont rien à voir ensemble, et des gens qui n'ont pas beaucoup de projets pour le pays, si ce n'est de le mettre à l'arrêt. Monsieur le Président, Nicolas Sarkozy... Comme vous l'avez compris, ça n'est pas le mien. On l'entend bien. Monsieur le Président, Nicolas Sarkozy a été élu sur la rupture. François Hollande sur le changement, vous sur la transformation, parfois la révolution, vous avez chamboulé l'échiquier politique. Est-ce que votre transformation est toujours d'actualité ? Est-ce qu'elle est toujours en marche ou elle est en panne ? Parce que la réalité de l'exercice du pouvoir... Bien évidemment qu'elle est en marche et que le gouvernement conduit une politique qui est tout à fait fidèle aux engagements que j'ai pris devant nos concitoyens. Mais c'est normal, le gouvernement aujourd'hui, et moi-même, de là où je vous parle, est confronté au temps de la décision politique, institutionnelle, entre le moment où on annonce quelque chose, le moment où on prépare la loi, où on la fait voter, où ensuite elle s'applique, il s'en écoule du temps. Sans doute trop. Faut du temps, là. Non, mais donc, nous n'avons pas tardé. Beaucoup, d'ailleurs, m'ont reproché d'aller trop vite. Mais on a mis en place énormément de réformes, mais pensez-vous, j'ai promulgué, il y a quelques semaines à peine, la loi qui transforme en profondeur la formation professionnelle, l'alternance dans notre pays. C'est fondamental pour nos jeunes comme pour nos chômeurs peu qualifiés. On va investir 15 milliards d'euros dans cette politique. Je veux qu'on sorte 2 millions de nos concitoyens qui sont installés dans le chômage de longue durée ou qui sont les décrocheurs. Cette loi, parce qu'il y a eu une phase de négociation qui était légitime avec les collectivités locales, avec les partenaires sociaux, elle vient d'être promulguée, elle s'applique depuis septembre. Bon. Les gens ont oublié que ça fait 1 an et demi que je suis aux responsabilités. Ça ne fait pas 30 ans. Et ils me reprochent parfois des choses qui se sont installées depuis 30 ans. Et donc, il y a une lucidité à avoir, un volontarisme à ne pas perdre et de la pédagogie à faire. Et donc, oui, le mandat que les Françaises et les Français m'ont confié, de transformer en profondeur le pays, de revenir sur des choses qu'on avait tardé à faire, de montrer qu'il était possible de recréer des emplois en France par une politique courageuse, qui réformait le marché du travail, qui faisait qu'on éduquait différemment, qu'on formait différemment, qu'on investissait différemment dans notre pays. Elle est possible, elle est en cours. Vous savez, on est dans le Grand Est, on vient de l'annoncer là. 2 milliards d'investissements nouveaux, des milliers d'emplois qui seront créés. De part et d'autre de la frontière, on avait un différentiel de chômage entre les régions frontalières françaises et les Landes allemands. Est-ce qu'il y avait une justification pour ça ? Non, il y avait un marché du travail qui fonctionnait beaucoup moins bien en France. On l'a réformé. Et d'ailleurs, on s'est rapproché de ce que faisaient les Allemands. Et puis en France, on taxait le capital quand il était réinvesti dans une entreprise. 2 fois plus qu'en Allemagne. Et ça, on l'a changé. On me l'a parfois aussi beaucoup reproché. Mais on va pouvoir réinvestir. Donc, cette transformation est en cours. Simplement, il y a une impatience de nos concitoyens. Ouais. Moi, je l'entends. Les effets mettent du temps. Vite, c'est ça. Ils voient leur quotidien, nos concitoyens. Ils se disent que le quotidien ne change pas assez vite. Je suis d'accord avec eux. Mais je leur dis aussi... La voie que nous avons prise, c'est de transformer en profondeur le pays, et c'est pas simplement de traiter les effets, mais de s'attaquer aux causes. Même si ça touche votre image, vos sondages, même si la cote de popularité peut aussi être ébranlée. Et elle le sera encore sans doute un bon moment, je vous le dis. Mais est-ce que dans les temps difficiles que notre pays a traversés, quand les politiques dures ont été menées, dans des temps même beaucoup plus graves, on s'attachait à la cote de popularité? Elle n'existait pas. Et je pense que si... d'aucuns qui m'avaient précédé là où je suis avaient regardé leur cote de popularité, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Donc, dans ces moments qui sont marqués par l'angoisse, la peur, les changements profonds, il faut savoir tenir. Clémenceau, il y a 100 ans, disait cela. Il faut tenir jusqu'au dernier quart d'heure. Parler de la guerre, bien évidemment. Mais nous avons beaucoup de combats à mener. Et ces combats spirituels, moraux, ne valent pas moins que les combats d'hommes. Notre pays, il est depuis 30 ans bousculé par la crise de la désindustrialisation, la mondialisation, les craintes. Notre pays, il a à vivre une transformation, celle de l'écologie.
on en voit les conséquences avec le carburant, celle du numérique. Celle du numérique. Et bien sur tout cela, il faut expliquer, il faut transformer, et il ne faut pas avoir une politique de facilité. Monsieur le Président, vous parlez de l'écologie. Et le 28 août, vous apprenez la démission de votre ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Comment vous le ressentez? Parce que vous ne le savez pas. Je partais pour le Danemark. Je présume. Et j'ai d'abord eu, je l'ai dit, de la tristesse à titre personnel. Parce que Nicolas Hulot est quelqu'un avec qui d'ailleurs j'ai toujours des échanges réguliers, mais avec qui j'entretenais un compagnonnage amical, intellectuel et d'engagement. De la tristesse et du respect. Être ministre, s'engager dans la vie politique, c'est un choix qui engage sa personne propre et sa famille. Et je crois qu'il a... Je ne suis pas sûr qu'il ait été très heureux comme ministre, il lui appartient de le dire. Et j'ai tout fait pour qu'il le soit au maximum. Il a tenu, au nom du gouvernement, des engagements forts. Ceux que j'avais pris devant les Françaises et les Français. On est le premier pays qui sortira des centrales à charbon. Et c'est pas facile de le faire. Mais vous n'êtes pas vexé qu'il l'annonce sans vous le dire? Vous savez, ça arrive aussi à votre niveau, quand on Mais est président de la République, dans un gouvernement, on peut avoir des démissions publiques. Le mieux, c'est de ne pas en avoir. Ouais. Le mieux, c'est de ne pas en avoir. Le mieux, c'est de ne jamais commenter ses états d'âme à soi. Pour ça que vous ne parlez jamais de vous? Non, parce que je considère que la fonction que j'occupe, elle implique cette réserve. Et donc, je ne vous dirai pas ce que je ressens à ce moment-là, moi. Je dis ce que ça intéresse peut-être les Français à son égard. Mais oui, mais c'est ma conception des responsabilités. C'est ma conception des responsabilités. Ça n'est pas l'anecdote. C'est le sens profond. Est-ce que c'est anecdotique de parler de ce qu'on ressent quand on est aussi un être humain? Non, même pour autant que ça ait de l'intérêt. Oui. Et donc, je vous le dis, quand je vous dis que j'ai du respect et que je respecte la liberté de Nicolas Hulot, je vous le dis en disant que son choix était son choix d'homme libre, mais je veux dire aussi ici qu'il a porté une politique inédite en termes d'ambition, dont on voit les conséquences, même quand elles sont difficiles, et qu'il ne faut pas négliger. Je vous le disais, les centrales à charbon, on en a très peu parlé, on les ferme. On est ici dans une région, il y a Saint-Avold. Saint-Avold, il y a une centrale à charbon. Il y a plusieurs centaines d'emplois. Il faut aller l'expliquer les yeux dans les yeux aux gens. On va fermer votre centrale parce qu'on veut émettre moins de gaz à effet de serre, parce que c'est un engagement qu'on a pris. Il faut l'expliquer à des familles. Et on le fait, on investit sur le territoire et on crée d'autres emplois, dans la chimie verte, dans les emplois du futur. Et on va créer plus d'emplois qu'on en détruit. Ça, c'est la responsabilité. C'est l'écologie que j'aime, dans laquelle je crois. On a préparé ensemble une vraie trajectoire. Ça, c'est la politique et vous l'expliquez. Le nucléaire et le renouvelable. Donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la décision d'un homme n'arrête pas une politique, les choix d'une nation, ceux en matière énergétique et environnementaux, parce qu'il en va de la vie de nos concitoyens, de leur santé. Il en va des engagements que j'ai pris devant eux et il en va aussi de l'avenir industriel du pays. Mais Monsieur le Président, ça, ce sont vos projets. Vous les défendez avec votre gouvernement et c'est ce que attendent aussi les Français. Ils vous ont élu pour ça. Mais quand arrivent des affaires qui monopolisent votre quotidien, comme l'affaire Benalla, et que vous ne vous exprimez pas, parce que vous laissez quand même, vous partagez avec les gens votre déception, vous le dites, mais que vous ne coupez pas court tout de suite. Et ça grossit, et ça grossit. Est-ce que vous n'avez pas des regrets, Monsieur le Président? Vous dire, j'aurais pu arrêter, trancher plus vite. Écoutez, d'abord, je veux vous rassurer. La situation d'Alexandre Benalla et ce qui s'en est suivi vous a peut-être, vous, occupé ou empêché de parler d'autre chose au quotidien. Moi, elle ne m'a pas empêché de faire d'autres choses. Non. Bien sûr. Mais pourquoi? Mais pourquoi les gens en parlent autant? Pourquoi les médias en parlent? Parce que vous en avez beaucoup parlé, parce qu'il y a eu une excitation collective. Vous savez, on voit, comme disait Blum à une autre époque, parfois les esprits se dissoudre. C'est un peu ce qui s'est passé au mois de juillet dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est Alexandre Benalla? C'est d'abord un jeune homme qui m'a accompagné dans un temps de campagne électorale et ensuite est rentré à l'Élysée et à qui j'ai confié un rôle tout à fait officiel dans l'encadrement. Et donc quelqu'un en qui j'ai eu confiance, qui vient de notre territoire de France, qui a fait ses preuves, qui ne fait pas partie des codes forcément, qui avait son histoire. Et j'ai eu confiance en lui, je lui ai confié des responsabilités. Et il a fait une faute, que je considère comme une faute, le 1er mai dernier, puisque étant observateur, comme beaucoup le sont, des journalistes, des élus, il est courant que des gens soient invités avec du matériel pour observer justement une manifestation ou des maintiens de l'ordre public. Il est intervenu. Et ça, c'était pas acceptable. Alors que vous ne lui avez jamais demandé de le faire. Mais je ne savais même pas qu'il était observateur. Son encadrement le savait. Mais vous savez, je ne connais pas le quotidien de ce que font l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc, il l'avait déclaré.
C'était su, c'était hors de ses fonctions. Et il a fait une faute. Bon, il a eu une sanction à l'Élysée. Est-ce que l'Élysée a dissimulé quoi que ce soit? Rien du tout. La vidéo qu'il montre, elle a été vue des millions de fois, y compris dans les jours qui suivaient. Est-ce qu'il y a eu des interventions de l'Élysée pour dire il ne faut pas faire ceci ou cela, pour faire pression sur qui que ce soit? Personne. Et donc, pendant des jours, on a expliqué que c'était une affaire d'État. Mais quelle affaire d'État? Aucune intervention de l'Élysée, rien de clash. Mais c'est à vous que je le demande, parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Mais il y a des moments... Ce sont les journalistes qui l'ont créé, parce que écoutez, moi, je n'accuse pas. Vos opposants politiques qui vous ont accusé. Moi, je pense que il faut de la transparence, et il est bon que, de toute façon, tout soit su. Et je pense que c'est notre démocratie, elle a ça de bien, vous savez. Il faut s'en féliciter. Je ne laisse rien passer quand dans d'autres démocraties on veut tout cacher et avoir une presse qui n'est pas libre pour ne pas me satisfaire et me réjouir d'avoir une presse, un parlement qui se sont emparés du sujet. Mais je pense qu'on a peut-être perdu l'esprit de mesure. Il y a eu tout ça, ce sont des faits graves, mais un, l'Élysée n'a rien caché. Deux, il n'est pas intervenu sur demande de l'Élysée dans une manifestation. Il n'y a pas de milice de l'Élysée, c'est faux. 3, il n'y a jamais eu de sécurité privée ou de milice privée à l'Élysée. Et donc, beaucoup de choses qui ont été dites pendant ces semaines-là se sont avérées fausses. On crée beaucoup d'emballement. Moi, je le regrette. Mais vous savez, quand l'emballement est là, vous vous dites que votre rôle, votre fonction implique de ne pas forcément s'y mêler. Voilà. Donc, c'est mon point. Et il faut avoir, je crois, à la fois l'esprit de mesure et puis une forme d'indulgence. Moi, j'ai de l'indulgence à l'égard de tous ceux qui se sont emportés et ont dit peut-être des choses excessives, y compris contre moi à l'époque. Tournez la page. Et il faut avoir de l'indulgence, y compris à l'égard de ceux qui ont commis des fautes. Alexandre Benalla, il a fait des fautes. Est-ce qu'il mérite d'être traité comme le plus grand criminel en liberté? Je ne suis pas sûr. Il faut penser que les gens ont leur vie, leur famille. Voilà. La raison, le respect, la civilité, ce sont des bonnes choses dans notre société. Et notre société vit suffisamment de traumatisme. Il y a suffisamment de vraie violence. À l'école, par exemple. Exactement, dans beaucoup d'endroits. Des flingues, des faux flingues. Exactement. Alors, sur la tête des professeurs. Ça, c'est une violence intolérable. C'est pour ça que j'ai demandé dans les heures qui ont suivi au ministre de réagir. Il y a une première réaction qui est là. Moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin. Mais je vais vous dire plus largement, ce qu'on voit à l'école, ce qu'on voit dans les quartiers de la République, ce qu'on a vu encore ces derniers jours, ce qu'on voit contre nos forces de l'ordre. Moi, je ne veux plus le voir. La peur va changer de camp et doit changer de camp. Et vous allez faire comment? C'est un travail en profondeur qui est un travail de civilisation, morale, éducatif, culturel, sécuritaire. C'est d'abord de redonner les moyens dans tous ces quartiers, ce qu'on est en train de faire. Et j'ai demandé, et j'aurai l'occasion d'annoncer, en matière de lutte contre les trafics et les stupéfiants et contre les bandes, nous allons durcir très fortement parce qu'on a des quartiers aujourd'hui où s'est installée de la criminalité organisée et des vrais réseaux. On veut les éradiquer. Ensuite, c'est de la reconquête par les services publics. Beaucoup de ces quartiers où il y a de la sécurité, des problèmes de sécurité, c'est des quartiers où la République est partie. Et donc il faut réouvrir de la présence républicaine, réouvrir parfois du commissariat, du bureau de poste, réouvrir des centres des impôts, tout bêtement, des centres de trésorerie. C'est ce qu'on va faire dans les quartiers, je l'annoncerai dans les prochains jours. Et puis, c'est remettre de l'école. Parce que nos jeunes, ils ont besoin de sécurité à l'extérieur. On doit évidemment empêcher toutes les dérives qu'on voit inacceptables. Mais ils ont besoin d'autorité dans l'école. L'autorité dans l'école, donc peut-être des policiers dans l'école. À la demande, et il faut toujours que ce soit la communauté pédagogique qui en décide, mais il faut que cette possibilité soit ouverte. Mais c'est surtout l'autorité dans l'école, c'est l'autorité du chef d'établissement et du maître d'école. Alors à propos d'autorité, Monsieur le Président, vous êtes le Président, vous avez l'autorité, mais je dois arrêter l'interview, je me fais engueuler par... Non, c'est vous le maître des horloges, je me fais engueuler par votre équipe. Mais vous savez, je veux dire d'un mot, parce que ces sujets, on a l'impression de passer de l'un à l'autre. Mais je vais vous donner du sens à ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, notre société, elle a besoin de retrouver le sens du travail, du mérite, de l'autorité, à tous les âges, dans tous les niveaux. Et c'est une mobilisation de toute la nation pour y arriver. Merci, Monsieur le Président. Vous reconnaissez dans l'appellation Jupiter ou c'est anecdotique? Dernière question. Ça vient d'où? Quelque chose, je crois que certains de vos confrères ont dû me mettre sur un mur, sur le manteau au moment. Non, mais si c'est la capacité à décider dans les moments difficiles, je crois que c'est ce que la fonction implique. Et c'est ce que les temps exigent de nous. Si c'est l'autorité sans fin et l'incapacité à être à hauteur d'homme avec nos concitoyens, ça n'est pas vrai. Par exemple. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette image, Monsieur le Président. Ça n'est pas mon tempérament, ça n'est pas d'où je viens, ça n'est pas ce que je suis. Et d'ailleurs, je suis très heureux, moi, de passer
ces 6 jours dans notre beau pays, voilà, au milieu de nos concitoyens. Nous sommes en Meuse tous les deux. J'étais à Strasbourg dimanche soir. Je poursuis cette itinérance. Et le fait de m'endormir chaque soir, en discutant d'ailleurs avec les uns et les autres, et de me réveiller chaque matin en étant dans notre pays, me réjouit. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien sur Europe 1 ce matin. Merci à vous.